Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CFT, la chaîne de culture, d'économie, de politique et de diplomatie. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Merci de nous suivre sur nos différents canaux de communication qui sont YouTube, TikTok, Facebook et Instagram. Bienvenue Monsieur Ousmane Sané, docteur homme politique du Sénégal. Nous sommes très ravis de vous recevoir encore une fois sur notre chaîne CFT. Bienvenue à vous. Merci, bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on se rencontre pour décrypter un peu l'actualité sénégalaise qui est plus ou moins bouillante. Bon, bouillante, ça dépend de là où on se situe. Donc, on va aborder un peu cette actualité-là, tant d'un point de vue social, économique et politique. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent dans le paysage politique ouest-africain. Si on a le temps, on essaiera de balayer aussi l'actualité. Très bien. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez un mot de début pour nos téléspectateurs, peut-être? Merci pour l'accueil, pour l'invitation, qui me fait un grand plaisir. Et j'espère que nous allons échanger et que des discussions, autour de la discussion, de l'échange que nous aurons, nous allons pouvoir peut-être sortir des thématiques qui vont peut-être intéresser ceux qui nous suivent, en tout cas et vos téléspectateurs. Merci, merci. Nous sommes à quelques mois depuis l'élection du PASTEF, donc de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Quelles sont vos premières observations en tant qu'analyste politique et en tant que chercheur en matière de politique? Quelles sont vos premières impressions? Les premières impressions, c'est que, comme vous l'avez souligné, ça fait juste quelques mois. Le tandem Sonko-Diomaye est arrivé au pouvoir au mois d'avril. Donc on n'est pas encore au mois d'avril, donc ça ne fait pas encore un an. Il est encore très tôt, évidemment, de parler de réalisation, mais il n'est pas très tôt, évidemment, de commenter ce qui se passe jusqu'ici. Et je trouve que, pour l'heure, tout se passe très bien, dans la mesure où nous sommes à quelques mois de l'arrivée au pouvoir. Ça dépend de qui? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, quand on parle de la situation socio-politique sénégalaise, on se rend compte qu'il y a eu quand même des marches en France contre le gouvernement, accusé à juste titre, je ne sais pas, peut-être, d'être un peu un gouvernement plus ou moins dictatorial. Qu'est-ce que vous en pensez? En matière démocratique, je ne vais pas vous l'apprendre, les marches sont naturellement les choses les plus naturel, si je peux m'exprimer, si je peux me permettre la répétition, puisque faire une marche en matière démocratique, c'est tout à fait naturel. Donc, ce n'est pas un problème du tout que certaines personnes aient le besoin de marcher. Il ne faut pas leur refuser cela. Cependant, est-ce que tous ceux qui marchent ont réellement de vraies choses à dire? Puisqu'à mon avis, ce n'est pas vraiment ce que tout le monde pense, ce que la majorité des Sénégalais pensent. Puisque la majorité des Sénégalais a élu Bassirou Diomaye Faye sur demande d'Ousmane Sonko, puisque c'est lui qui a porté sa candidature, puisque quelques mois avant, sa candidature avait été totalement invalidée par tout simplement le régime de Macky Sall. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes, au regard de toutes ces malversations qui se passent, qui aujourd'hui se moquent des Sénégalais et font tout simplement des marches. Donc, à mon avis, est-ce qu'ils ont le droit de marcher? Oui, ils en ont le droit. Mais est-ce que c'est pertinent? Je ne le pense pas. À mon avis, moi, je fais partie de ceux qui pensent que certaines personnes ne devraient même plus se permettre de sortir à la rue jusqu'à aller peut-être quand même faire une marche, quoi. Au point que aujourd'hui, je crois que c'était hier, si je ne me trompe pas de date, le Premier ministre Ousmane Sonko a quand même demandé aux syndicats de mettre un peu d'eau dans leur vin. Ça veut dire quoi concrètement en termes de politique quand tu dis ça? Alors, Ousmane Sonko a demandé, s'est adressé de manière naturelle et comme d'habitude, puisque alors c'est quelqu'un qui a révolutionné la scène politique sénégalaise. Dans la mesure où c'est quelqu'un, quand même. Absolument, c'est un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a révolutionné la scène politique sénégalaise dans la mesure où il dit ce qu'il pense sans filtre. Ça, c'est pas né de Ousmane Sonko. Alors, ça, dans le contexte, ça fait partie du paysage politique sénégalais. On a toujours eu des hommes politiques qui disent ce qu'ils pensent. J'entends bien, mais dans le contexte politique sénégalais, c'est la première fois qu'on ait un homme politique qui dit les choses sans les maquiller.
Pareil, je pense que quand on a eu un Abdoulaye Wade qui disait ce qu'il pensait, qui n'a jamais eu, la langue dans la poche, quand on a eu un Abdoul Diouf, des éminents hommes d'État comme ces personnes-là, on ne peut pas dire ça. Alors, Maître Abdoulaye Wade, que je salue au passage, puisqu'il est très âgé aujourd'hui, je pense qu'il a fait son temps avec son mode de gestion, son mode d'opposition, puisque pour rappel, Maître Abdoulaye Wade a intégré le gouvernement d'Abdou Diouf. Et donc, le régime que lui-même combattait, il l'avait intégré à l'époque. Mais ce sont ce qu'on appelle les conciliations politiques. On peut le lui accepter. Cependant, Ousmane Sonko, c'est tout simplement quelqu'un qui a tout simplement refusé de céder à une quelconque négociation, ni avec Macky Sall, ni avec Abdoulaye Wade, puisqu'il a commencé un peu dans le syndicalisme sous Abdoulaye Wade. Mais avec Macky Sall, clairement, il avait la possibilité, l'opportunité, s'il le voulait, d'être peut-être même nommé Premier ministre. Mais en réalité, il était là pour combattre un système qu'il a jugé tout simplement néfaste et qu'il a combattu jusqu'à son avènement. On n'a pas aujourd'hui, quand on voit les différentes mesures prises par le gouvernement de Ousmane Sonko, sur, par exemple, l'annulation de certaines grèves ou certaines revendications, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de répétition? Absolument pas. En réalité, en matière démocratique, si nous voulons construire un pays, un État, il faut quand même se regarder en face et dire les choses. Et nous avions besoin de ça au Sénégal. On a toujours eu des gens qui nous ont dit que tout s'est bien passé, il n'y avait pas de problème, on n'a pas de dette. Alors on s'est rendu compte finalement qu'il y avait tout simplement des maquillages de chiffres. La Cour des comptes vient à peine de sortir son rapport et on s'est rendu compte qu'il y a, bien sûr, on en parlera ça, qu'il y a de la triche, etc. Et pourtant Ousmane Sonko l'avait dit dans une campagne électorale, il avait clairement dit que, écoutez, vous savez quoi, que nos comptes ont été tout simplement manipulés. Et c'est ce que la Cour des comptes a tout simplement... Oui, ça on en reparlera, mais moi je dis d'un point de vue social. D'un point de vue social, bien évidemment, quand on fait face à ces genres de pratiques, à cette situation désastreuse, il faudrait quand même se prendre au sérieux à un moment donné, c'est-à-dire décider de travailler et que chacun se fasse violence au nom du pays que nous partageons. Ce qu'il a dit aux syndicats, c'est tout simplement qu'il fallait que ceux qui demandent du côté du syndicat ne demandent pas quelque chose qui pourrait mettre en mal le pays, mais également du côté de l'État. Le droit de grève est quand même un droit constitutionnel. Non, on n'a pas touché au droit de grève, pas du tout. C'était dans le cadre d'une discussion avec les syndicats. Lui, ce qu'il a demandé, il leur a dit de manière très claire, c'est qu'en réalité, il ne faut pas que les syndicalistes demandent des choses que l'État ne serait pas en mesure d'apporter. Il ne faudrait pas que également l'État peut-être demande des choses que les syndicats ne pourraient pas peut-être accepter. Donc, il a demandé à ce que chacun respecte un peu ces normes-là en matière démocratique, tout simplement. Mais loin de là, au Sénégal, les gens sont en train de faire des grèves. Je dois vous rappeler d'ailleurs... Quand on a été un opposant qui a construit son idéal politique autour de sa capacité à pouvoir mobiliser les Sénégalais autour d'un idéal, pourquoi aujourd'hui on arrive au pouvoir et on empêche les autres de pouvoir manifester? Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez pris ces informations, mais au Sénégal, personne n'empêche personne de manifester. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'au contraire, dans la communication, sachant que s'ils manifestent, en fait, il n'y aura personne. Certains vont peut-être aller sortir dire qu'une manifestation a été empêchée. Cependant, je dois vous rappeler une chose, c'est que la justice sénégalaise, le gouvernement de Diomaye n'a fait que 6 mois, quelques mois, à peine 10 mois au Sénégal. Je peux vous assurer que du point de vue de la justice, on n'a jamais autant respiré. Il y a des gens aujourd'hui qui se permettent du matin au soir à invectiver le Premier ministre et le président de la République du Sénégal. Pourtant, ils sont convoqués, le lendemain, ils sont relaxés, ils partent chez eux. Au Sénégal, c'était le contraire. Le Sénégal, en réalité, la détention était devenue la règle et la liberté était devenue une exception. Aujourd'hui, il y a des chroniqueurs, puisque tout le monde est devenu chroniqueur aujourd'hui au Sénégal, il y a des chroniqueurs qui passent toute la journée à insulter et toute la nuit à insulter le Premier ministre, toute la journée à insulter le président. Le lendemain, ils sont convoqués naturellement et puis ils rentrent chez eux. Et d'ailleurs, il y en a même un qui s'est permis de le dire, que oui, enfin, je serai convoqué, mais jamais rien ne se passerait. Et fait effectivement. Donc, vous voyez que le fonctionnement de la justice est en train de changer. Et nous voulons que ça soit davantage consolidé, c'est-à-dire nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de liberté, mais encadré.
liberté ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, ça c'est clair. Puisque nous ne sommes pas dans une anarchie, autrement nous allons vivre clairement dans la cour du roi Péto. D'accord. Et ce n'est pas ce que nous voulions. D'accord. Là aussi, on a constaté depuis quelques jours que le Sénégal est en phase de régler la question de la Casamance. Quelle est votre analyse là-dessus? Il y a un accord qui a été signé. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu en Guinée-Bissau avec le président Mbalo, évidemment avec les membres du MFDC. Et il y a un accord de paix qui a été signé entre les deux entités, entre le MFDC et l'État du Sénégal. Et le Premier ministre lui-même s'est déplacé jusqu'en Guinée-Bissau, évidemment avec le président Mbalo, et on a signé un accord de paix. Et nous prions pour que cette paix règne définitivement. Depuis toutes ces années, on n'a pas pu régler cette question. Et est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel auront l'effet escompté? Nous le pensons dans la mesure où les dynamiques ne sont plus les mêmes, puisque que ce soit sous Abdoulaye Wade, sous Macky Sall, nous avions eu ce qu'on appelait des Monsieur Casamance. Des gens, des porteurs de valises, et même ceux qui se targuaient d'aller baptiser des enfants des rebelles, etc. Aujourd'hui, la dynamique déjà et la vision de Ousmane Sonko, c'est de dire les choses telles quelles et de ne pas céder à des intermédiaires ou autres. C'est pourquoi lui-même, le Premier ministre du Sénégal, c'est lui-même qui est allé faire face à ces personnes pour négocier et signer un accord de paix. Il ne l'a pas du tout délégué. Parce qu'en réalité, c'est une question hautement importante. Étant donné une question hautement importante, il a porté lui-même ce combat et cette négociation qu'ils ont eu à faire en Guinée-Bissau. Donc oui, je l'espère, puisque Ousmane Sonko est un homme de principe. Je pense que vous n'êtes certainement pas sénégalais, mais vous le savez, vous le connaissez, vous savez comment cette personne s'est défendue pendant toutes ces années. Et je n'ai aucun doute véritablement quant à la réussite de cette négociation, en tout cas que ça soit véritablement quelque chose de pérenne. L'arrivée au pouvoir du gouvernement ou de l'équipe de Sonko, c'est aussi la signature de beaucoup de décrets, et parmi lesquels pas mal ont été critiqués. Lesquels je fais par exemple allusion à la révision de la situation économique du Sénégal, par exemple, et un certain nombre de décisions qui ont été prises par le gouvernement sénégalais. Vous, aujourd'hui, en tant qu'analyste, quel est le regard que vous portez ou quelle est l'interprétation que vous faites de cette situation? Alors, c'est très bien d'aborder ce thème. En réalité, décret polémique, il n'y en a pas, puisqu'en réalité, ce qu'il nous faut aujourd'hui au Sénégal, c'est la reconstruction de notre pays. Au niveau... Par exemple, le décret sur le mariage. Sur le mariage, il semble qu'il y ait un décret qui a été signé pour permettre... le président qui est marié à 2 femmes, par exemple. Est-ce que c'est pas une question aujourd'hui qui peut... Ça n'a jamais été un problème au Sénégal. Hein. Le Sénégal n'est pas la France. Hein. Le Sénégal, la polygamie n'a jamais été un problème. Donc on n'a jamais signé un décret sur le mariage, il me semble. Pas du tout. Parce que le Sénégal n'a pas pour vocation n'a pas la même vision sociale que la France sur les problématiques de mariage que nous respectons en réalité. Par exemple, la question de Karim Wade, qui a été une question quand même essentielle sur la situation de la double nationalité. Ça a été quand même l'objet d'un débat, ça. Mais ça, c'était la phase de la période électorale. Mais aujourd'hui, ça reste d'actualité. Le gouvernement actuel ne s'est toujours pas prononcé sur la question. Ah non, mais on n'a pas besoin de se prononcer. Les textes sont clairs, le code électoral il est clair et la Constitution est claire. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité française. Est-ce qu'aujourd'hui... Quand on a une autre nationalité, il faut tout simplement se débarrasser de cette nationalité en un temps véritablement qu'il faut respecter. Donc c'était ça le contexte. Et il y a eu un candidat qui avait tout simplement porté l'affaire devant le Conseil constitutionnel et la candidature de Karim Wade a été invalidée puisque ne répondant pas ni au code électoral ni à la Constitution. Donc il n'y a clairement pas du tout de problème. Ça a été quand même porteur de pas mal de divisions sociales. Est-ce que ça, vous entendez, est-ce que le gouvernement, selon vous, sénégalais au jour d'aujourd'hui, entend revoir sa position ou c'est très clair? On ne va revoir aucun texte pour faire plaisir à un individu. Aucun texte ne sera revu. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la Constitution. De toute manière, M. Karim Wade lui-même a annoncé qu'il sait tout simplement qu'il a renoncé à sa nationalité française. Donc, son problème est réglé. On va régler que l'autre problème.
puisqu'il s'agissait du cas de M. Karim Wade. C'est un individu comme tous les autres Sénégalais, et chacun est obligé de respecter tout simplement le texte fondamental du pays, qui est la Constitution. Terminé. D'accord. Et donc, ça c'est très bien compris. Et là, on va passer au deuxième volet de notre émission. Depuis un moment, on voit que le gouvernement sénégalais s'est mis dans une démarche de clarification des comptes publics, semble-t-il. Et il y a pas mal de révélations qui ont été faites sur la dette sénégalaise, par exemple. Apparemment, qui soit passée de 74%, on veut dire 100%. Quelle est l'interprétation que vous faites de cette situation ? L'interprétation que j'ai de cette situation, c'est tout simplement l'interprétation et tout simplement l'interprétation de la Cour des comptes du Sénégal, qui vient tout simplement de nous dire et de nous faire comprendre qu'en réalité, ceux qui géraient le pays ont dilapidé l'argent public du pays. Est-ce que ce n'est pas une façon pour le gouvernement actuel de quand même mettre une forme de pression sur les anciens tenants du pouvoir ? Alors, il n'y a aucune forme de pression. Cependant, il faut une reddition des comptes, puisqu'on ne peut pas comprendre en réalité qu'on ait, en tout cas, des dettes qui ont été contractées et qui sont totalement sorties du cadre légal, naturellement, du pays. Est-ce qu'à un moment donné, quand on a ce genre de démarche, on ne se dit pas que ça va peut-être impacter l'image du Sénégal, quelque part ? Alors, c'est un choix politique. Le choix politique de Ousmane Sonko n'est pas de plaire aux institutions financières, etc. C'est de dire les choses telles quelles, de communiquer fermement avec les citoyens qui sont naturellement les principaux concernés. Et donc, il faut dire les choses telles quelles, et que ceux qui ont des comptes à rendent réellement ces comptes-là. Hein, on ne peut pas comprendre. Je vous donne un exemple par rapport à la Cour des comptes. La Cour des comptes nous apprend ici que par rapport à l'encours de la dette, vous savez qu'il y a des dettes qui ont été contractées en dehors tout simplement du cadre. Des gens sont allés contracter des dettes au niveau des banques. Au niveau des banques commerciales, mais c'est une folie. Je suis désolé, mais en réalité, c'est-à-dire que, si vous voulez, on aurait même trouvé de l'argent dans des comptes, évidemment, dans trésorerie générale. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de chasse à la sorcière ? Non, alors justement, c'est là le problème, parce qu'il y a une communication qui voudrait que l'on change tout simplement la vision générale et la réalité. La réalité, elle est simple, c'est que il y a des faits, et ces faits doivent être tout simplement jugés. Et c'est clair, c'est qu'aujourd'hui, ni Ousmane Sonko, ni Diomaye Faye ne pourraient se permettre de dire on ne va pas aborder ces thématiques-là parce qu'on aurait une mauvaise image. Pas du tout. Il faut les régler. C'est des problèmes. C'est anormal. Quand on est gestionnaire public, il faut respecter les règles. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, quand on regarde ça, moi, la question que je me pose en tant qu'observateur de la vie politique et économique sénégalaise, je me dis, quelle est la vision stratégique économique qui va être portée par le gouvernement quand on communique de cette façon sur son État? Quelle est la vision qu'on veut communiquer à l'international, ou quelle est l'image qu'on veut communiquer à l'international, sachant que cela peut être quand même assez... ça peut quand même impacter le Sénégal. Très bien. Je pose la question, je vous la pose cette question. C'est très bien de la poser. La vision politique, elle est simple. La vision politique, d'abord, vous savez, quand on ne la prend pas, quand on prend au pouvoir, il faut d'abord faire, naturellement, l'état des lieux. C'est ce qui a été fait, et la Cour des comptes vient de sortir un document, un rapport qui nous permet tout simplement... Cette même Cour des comptes, elle était sur place. Je termine. La Cour des comptes vient de nous sortir le rapport qui nous permet aujourd'hui de savoir ce qui a été fait, puisqu'on ne va pas continuer sur quelque chose dont on ne sait... Ma question, elle est simple. Alors, je vous laisse répondre à cette question, mais quand vous parlez de la Cour des comptes, cette même Cour des comptes, elle existait sous les différents mandats qui sont passés. Pourquoi le travail n'a pas été fait? Et pourquoi aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait le changement? Parce que si c'est la même Cour des comptes qui continue aujourd'hui, pourquoi on n'a pas eu les mêmes chiffres? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de maquillage ou de chasse à la sorcière? Je reviens, c'est la même question, parce que pourquoi la Cour des comptes à cette époque n'a pas sorti ces éléments-là pour que... Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer très clairement pour que vous compreniez. C'est que Macky Sall, le président Macky Sall, dans ses déclarations, et puis c'était assez répétitif, hein, il le disait régulièrement. Il disait que moi-même, j'ai mis les rapports de la Cour des comptes sous mon coude. Donc, il n'est pas lieu d'accuser la Cour des comptes. La Cour des comptes, effectivement, a toujours fait son travail. Cependant,
malgré ce travail que la Cour des comptes, je vous rappelle que c'est le lieu d'ailleurs de rendre un vibrant hommage aux grands magistrats du Sénégal qui sont des hommes intègres et qui ont permis ce changement de régime. Puisque n'eût été la force, la puissance de ces magistrats qui sont restés debout pour dire à Macky Sall, quand il a voulu se représenter, pour lui dire non, on n'en serait pas là. Donc nous avons des magistrats valeureux. Cependant, nous avons eu un président. Vous pouvez ressortir la vidéo. Nous avons eu un président vous avez eu des magistrats valeureux alors que vous avez quand même 10 années, voire 15 années de gouvernance pendant lesquelles on n'a pas eu ces magistrats en train de... On ne les a pas vus réagir. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si le président de la République, destinataire de ces rapports, le seul capable de déclassifier les rapports... La République n'est pas au-delà des magistrats. Non, je termine. Alors, un État ne fonctionne pas comme vous êtes en train de le dire. Un État, le rapport, la destination de ce rapport, c'est le président de la République. Lui seul est capable de déclassifier le rapport et de permettre aux organes, tout simplement, soit l'OFNAC, ou donc aux institutions, de pouvoir poursuivre ces hommes. Mais il l'a dit publiquement à la télé. Ce n'est pas une blague. Hein. Il a dit, je détiens des rapports sous mon coude. Pour faire quoi? Pour protéger ces hommes. Que voulez-vous que je vous dise encore? Ils ont fait le boulot. Cependant, quand Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, il a demandé, sur une période bien définie, à la Cour des comptes, d'aller faire une révision. D'aller naturellement lui proposer, donner un rapport. La seule différence aujourd'hui, c'est que Macky Sall mettait sous son coude, Diomaye Faye ne met pas sous son coude. Il met tout à nu. Et ça concerne également ceux qui sont avec lui présentement. C'est-à-dire, s'il y en a un qui se permet tout simplement d'aller dans des démarches qui ne respecteraient pas l'orthodoxie qui a amené le passif au pouvoir, en réalité, ceux-là également vont être poursuivis par les instances. Tout simplement. Donc, il n'y a rien de spécial. La seule différence, par contre, il faut oser le dire, c'est qu'on avait eu un président qui mettait sur son coude des rapports impliquant ses amis, et on a cette fois-ci un président qui dit, bah, écoutez, tout sera à nu. Tout simplement. Quelle est la vision politique, économique que porte justement ce gouvernement? Parce que pour moi, c'est... Enfin, alors, je suis pas membre du gouvernement actuel, mais j'ai du mal à comprendre ou à voir la vision économique que porte le gouvernement actuel. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la vision économique du gouvernement actuel, c'est d'abord la souveraineté. D'abord, nous cherchons la souveraineté économique. Et d'ailleurs, au regard de la situation dans laquelle nous sommes, seule la souveraineté économique nous permet de pouvoir nous en sortir. D'abord, on a mis en avant dans le projet de PASTEF, c'est naturellement l'économie endogène. Cette économie endogène, c'est de faire en sorte que nous puissions nous-mêmes produire nos matières premières, les transformer sur place, et non plus prendre le cacao, par exemple, ivoirien, de l'envoyer en Belgique et que ça revienne sous forme de Nutella. Aujourd'hui, nous voulons mettre en place une industrialisation. Voilà pourquoi dans le gouvernement actuel, il y a un ministère qui s'occupe de l'industrialisation. Puisqu'un pays, en réalité, ne peut pas se développer qu'avec du tertiaire. Il faut qu'il y ait de l'industrialisation. Et donc, notre vision, c'est de faire en sorte que nous puissions, en interne, avoir, en réalité, d'ailleurs, si vous regardez bien dans le projet Sénégal 2050, en fait, le Sénégal est découpé en fonction des régions. C'est-à-dire, il y a des régions qui s'occupent, par exemple, si vous allez dans une zone comme, tout simplement, Tambacounda, vous allez avoir une démarche économique propre où la région de Tambacounda va s'activer pour pouvoir produire sur place, cultiver des choses sur place, développer sur place et permettre à ceux-là qui sont sur place ça me permet de me poser une question. Donc l'économie endogène que vous connaissez très bien. Ma question, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Comment vous financez tout ça? Parce que vous êtes là, si vous êtes super endetté, et aujourd'hui c'est connu de tous, comment vous financez votre économie sachant qu'aujourd'hui, vous avez quand même affiché que vous êtes super endetté? Cela prouve plus ou moins que le Sénégal ne peut potentiellement pas être solvable. Comment ou le Sénégal aujourd'hui espère pouvoir être dynamique sur les marchés et créer un marché de consommation interne? Merci pour cette question. J'espère que vous me laisserez finir. Oui, bien sûr. Parce qu'en réalité, ça peut être assez intéressant. Alors, si vous voulez, d'abord, le Sénégal est dans une dynamique aujourd'hui d'intégration africaine. Donc nous, c'est d'abord en vérité avoir une économie propre. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert aux autres. La seule différence, c'est que nous voulons qu'il y ait un changement. C'est-à-dire, on peut avoir des personnes qui arrivent, mais cependant, ces personnes qui arrivent là vont mettre en avant le Sénégalais.
dans ces structures-là. Nous allons nous ouvrir à la diplomatie économique afin d'avoir des investisseurs qui vont venir investir dans nos différents pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut qu'on se fasse violence. C'est-à-dire? Il faut qu'on se fasse violence dans la mesure où il nous faut impérativement des réformes. Il y a des salaires qui sont des salaires, comme l'a si bien dit le Premier ministre, il y a des salaires qui sont des salaires quand même... c'est énorme. Et en ce moment-là, il faut faire des efforts à ce niveau-là. Il faut qu'on se fasse violence pour pouvoir s'en sortir. Donc, certaines réformes pour pouvoir, moi, à titre personnel, je dirais tout de suite, vous savez, vous avez des corps de métier que je ne vais pas stigmatiser, qui ont des sursalaires quasiment. Il faut en réalité, que chacun puisse consentir des efforts. Faire des efforts sur les salaires ne veut pas dire aller toucher le petit salaire d'un vaillant travailleur, d'un vaillant enseignant qui tourne autour de 400 000, 300 000 CFA. Pas du tout. On parle des gros salaires qui, souvent, si on leur fait tout simplement des ponctions sur leur salaire, ne leur ferait pas de mal. Et c'est ça, en fait, le courage de ces réformes-là. Ces réformes, et donc ça c'est important. Ensuite, une ouverture beaucoup plus dynamique, mais respectueuse. Nous avions des partenaires à l'époque. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient chez nous, ils prenaient nos matières et ils reprenaient sur des avions. Je prends le cas de l'or du Sénégal. Depuis Kédougou, ils passent par là-bas, les avions atterrissent, ils ont même construit leur aérodrome, ils atterrissent, ils nous prennent notre or, et le Sénégal, sur ce type de contrat-là, on n'a absolument rien du tout. L'accord de pêche avec l'Union européenne, sur 5 ans, on avait à peine 10 milliards. Vous vous rendez compte en réalité? Donc ça, ce sont des accords que nous avons clairement dénoncés. Bon, l'Union européenne s'est empressée de dire que ouais, nous quittons, machin. C'est parce qu'en réalité, le Sénégal n'entendait pas du tout renouveler cela. Donc, d'abord, c'est revoir les accords que nous faisons déjà, revoir l'ensemble des accords. Ensuite, faire appel à des investisseurs qui, une fois sur place, ce ne sera plus la même chose. On va investir, nous serons là comme des filiales, pas du tout. Des sociétés sénégalaises où le Sénégalais va être majoritaire dans la structure sur des postes stratégiques. Et donc, l'investissement se fait à partir de là. Il ne s'agit pas de dire nous allons tout faire nous-mêmes, nous allons investir nous-mêmes. Non, pas du tout. Et les autres parties, par exemple, je parle aujourd'hui les femmes transformatrices. Nous avons déjà eu au Sénégal des formations de ce genre. Hein, l'arachide, les femmes pour faire de la transformation, mais les accompagner davantage, c'est-à-dire les GIE, les former davantage dans l'industrialisation, faire appel tout simplement à des personnes qui sont capables et en mesure d'investir et avoir une couverture derrière. Ça me laisse quand même un peu sur ma faim, parce que quand on a un pays où on a plus de 100 000 PME qui ont été recensées, et quand on sait que 15% seulement qu'il y a moins de 15% des PME qui bénéficient d'un accompagnement des banques. Et aujourd'hui, on voit un gouvernement qui déclare haut et fort qui est super endetté. Comment vous souhaitez, ou quel est le mécanisme par lequel le Sénégal aujourd'hui veut répondre à cette problématique, c'est-à-dire d'accompagner les acteurs économiques locaux pour le développement de ce pays-là? Et moi, quand vous me dites ça, vous me laissez sur ma faim. Très bien. Alors, cependant, je vais me permettre de répéter. Vous savez, la répétition reste pédagogique et c'est important. C'est qu'en réalité, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y avait une pratique. Et cette pratique a mis le Sénégal à genoux. Et donc, clairement, nous devons réformer. Et dans cette réforme, évidemment, il y en a qui ne vont pas aimer. Évidemment, il y en a qui vont souffrir. Mais du point de vue économique, nous serons sûrs d'avoir des entreprises durables, et des entreprises qui sont totalement des entreprises. Quelle entreprise durable si vous n'avez pas les moyens de pouvoir financer votre économie? Alors, en matière entrepreneuriale, ce n'est pas à l'État d'entreprendre. Ça, il faut le savoir quand même. Oui, on est d'accord, mais c'est à l'État de créer des moyens pour que... L'État met des sécurités institutionnelles, des sécurités juridiques, des sécurités environnementales, et permettre tout simplement aux entrepreneurs de pouvoir s'installer et d'entreprendre. C'est ça le rôle de l'État. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc, ce que nous, le Sénégal est en train de mettre en place. Aujourd'hui, la sécurité juridique, on y travaille. La sécurité donc institutionnelle, globalement, on y travaille. Le Sénégal a eu un guichet unique. Donc, pour les créations d'entreprises, c'est assez automatique. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus fluide. Quand vous êtes un entrepreneur, vous savez que dans ce pays, vous avez une stabilité. Le Sénégal n'a pas de problème de coup d'État ou de problématique d'insécurité. Vous avez une véritable sécurité. Vous travaillez sur la sécurité. Vous savez, l'économie est large. L'économie est d'abord sécurité, puisque quand vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas parler d'économie. L'économie est ensuite
sécurité, stabilité institutionnelle. C'est ce que nous avons et nous sommes en train de consolider. Mettre stable durablement des gens. D'ailleurs, vous savez, du point de vue de la diplomatie, il y a une nouvelle démarche dans la diplomatie. Avant, on pouvait voir des personnes qui n'avaient clairement peut-être rien à voir dans la diplomatie et qui pouvaient se faire nommer systématiquement. Donc la nouvelle doctrine aujourd'hui, c'est de mettre en place, de remettre l'église au centre du village, de mettre les véritables diplomates à leur place pour qu'ils puissent faire leur travail réellement comme le faisaient véritablement les vrais diplomates, et donc aller négocier également accessoirement et mettre en place l'ensemble de ces problématiques-là pour rassurer les investisseurs dans notre pays. C'est ça également, et c'est extrêmement important. Cependant, vous imaginez aujourd'hui, c'est normal, hein, vous savez, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. C'est tout à fait normal. Qu'on ait aujourd'hui des gens qui ne soient pas rassurés ou qui ne soient pas contents, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes en train d'abord de faire une revue de ce qui s'est passé. Ensuite, de réorganiser l'État pour rassurer. Est-ce que vous savez le nombre d'investisseurs qui ont dû quitter le Sénégal parce que tout simplement ne se sont pas sentis en sécurité tout simplement du point de vue institutionnel? On est en train de remettre une stabilité économique, une stabilité institutionnelle et une stabilité sécuritaire dans le pays. Et à partir de là, évidemment, nous continuerons de faire ce travail, c'est-à-dire montrer aux uns aux autres ce que le Sénégal a toujours été. Venez chez nous. Il n'y a pas que le fils du président qui va gagner tous les marchés. Il n'y a pas que l'ami du président qui va gagner tous les marchés. Mais vous tous, vous êtes capables de gagner des marchés et vous êtes capable également d'investir dans notre pays. Et c'est ça le rôle, c'est ça le modèle économique aujourd'hui. Et puis, développer un peu l'économie endogène, aider les personnes qui sont dans ces différentes zones à transformer tout simplement leur production, à même aller les accompagner au-delà avec le ministère du Commerce, avec la diplomatie, les accompagner dans le cadre des exportations pour que le Sénégal soit un pays compétitif du point de vue des exportations. Ce que nous n'avions clairement pas. On importait plus qu'on exportait. Aujourd'hui, nous voulons et produire, et consommer notre production, et exporter. Et dans le même temps, être très ouvert à certains, naturellement, au niveau de certains partenaires qui, eux, vont se sentir totalement en sécurité. Et c'est ce que nous demandons, en réalité. D'accord. Parce que là, ça me permet, parce que vous avez parlé de politique diplomatique, donc ça me permet de rebondir effectivement sur cette thématique. Aujourd'hui, quelle est la position du Sénégal d'un point de vue diplomatique avec ses voisins ? Avec ses voisins, je vais dire que c'est une position claire. C'est la position que Ousmane Sonko a toujours eue pendant qu'il était dans l'opposition. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du Mali. Le Mali et le Sénégal constituaient un seul pays avant d'être deux pays. Et aujourd'hui, nous militons pour consolider nos relations. Et d'ailleurs, il y a un accord qui a été signé il n'y a pas très longtemps avec le ministre des Forces armées du Sénégal, le général Birame Diop, avec son compatriote, avec son, si vous voulez, son homologue malien, qui, naturellement, dans le cadre de cet accord, c'est une sécurisation. Et là, vous avez les forces armées sénégalaises et les forces armées maliennes font des patrouilles ensemble pour la sécurisation des frontières communes, mais également au niveau des deux pays. Donc, il y a un accord de défense qui vient d'être mis en place, signé entre le Sénégal et le Mali. N'est-ce pas là, si vous voulez, n'est-ce pas là une relation saine? Et également, les voisins, globalement, nous essayons d'entretenir de bonnes relations, de consolider cette intégration africaine. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le ministère aujourd'hui du Sénégal, qui s'appelait avant ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, s'appelle ministère des Sénégalais des Affaires étrangères et de l'intégration, ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. D'abord, l'intégration africaine. Nous voulons, nous appuyer d'abord sur les Africains. Aujourd'hui, en réalité, pour nous, nous ne sommes pas l'idéologie d'Ousmane Sonko, c'est du patriotisme qui est différent du nationalisme. Évidemment, le Sénégalais d'abord, mais on est très ouvert à nos frères africains, mais également à une diplomatie respectueuse. Au-delà des Africains, que ce soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, c'est qu'en fait, tant que vous nous respectez, on vous respecte. Mais nous travaillons pour la consolidation de nos relations. Le premier Ousmane Sonko a déjà voyagé au Mali. Il s'est rendu chez nos voisins en Mauritanie. Il était la semaine dernière en Guinée-Bissau.
il est en train de militer pour la consolidation de nos relations avec l'ensemble de nos voisins. Alors, vos voisins directs, c'est vrai que on a le Mali et le Sénégal, enfin, la Gambie aussi. Il était en Gambie aussi. Mais la Côte d'Ivoire a quand même eu de très bonnes relations jusqu'à dernièrement avec le Sénégal. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on a le sentiment que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sont assez distendues. Quel est le commentaire que vous pouvez faire sur cette situation? Je n'ai pas forcément cette vision. Il est vrai que les deux générations qui sont au pouvoir, que les deux générations qui sont au pouvoir dans les deux pays ne sont pas les mêmes. Les visions et l'idéologie politique également pas les mêmes. Vous avez en Côte d'Ivoire le papa Alassane Ouattara au pouvoir, qui lui, pendant qu'il était au pouvoir, a sanctionné le Mali, et pendant que Ousmane Sonko était au pouvoir, a tout simplement été contre la sanction du Mali, naturellement, et donc Alassane Ouattara, clairement, avait quasiment piloté. Et donc les visions ne sont pas les mêmes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes relations. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu en Côte d'Ivoire, c'était l'un de ses premiers voyages, avec beaucoup de respect. Il a salué, parce que vous savez que nous, au Sénégal, nous avons et puis c'est généralement beaucoup de pays africains, tous les pays africains, nous partageons ce principe du droit d'aîné. Hein, donc nous respectons l'aîné véritablement. Donc entre les deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est deux pays qui se respectent véritablement, mais les visions politiques ne sont malheureusement pas les mêmes. En parlant c'est tout à fait normal. Des relations entre les États, il y a entre deux la relation entre le Sénégal et la France qui reste quand même une relation assez historique. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans notre première rencontre. Et aujourd'hui, on peut le constater aussi, il y a une forme il y a un narratif qui a quand même changé dans les relations entre la France et le Sénégal. Pourtant, à l'accession du pouvoir du gouvernement sénégalais, on a quand même constaté qu'un des premiers voyages qu'a fait officiellement le gouvernement sénégalais était vers la France. Quel est le commentaire que vous faites à cela? Alors, je vais d'abord m'appuyer sur quelque chose que vous avez dit qui est vrai, c'est qu'en réalité, effectivement, les relations entre le Sénégal et la France ont clairement changé aujourd'hui. Changé dans la mesure où la dynamique politique de PASTEF, c'est d'abord et avant tout de revisiter l'ensemble, en tout cas, des relations qui existaient depuis très longtemps et voir si nous y gagnons quelque chose. Et c'est le cas aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que, malheureusement, peut-être certains ne sont peut-être pas du tout fondamentalement contents de cette nouvelle posture du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, nous voulons tout simplement des relations réciproques, le respect réciproque. Nous ne voulons plus une relation, en tout cas, ou des relations internationales avec un pays ou deux pays où on va se sentir tout simplement écrasé. Et donc, nous avons une nouvelle ouverture. Nous nous ouvrons à la France, comme nous nous ouvrons à la Russie. Cependant, la France... On n'a pas l'impression que là, il y a une forme de trahison. Parce que quand le narratif il a changé de manière radicale, comme on a pu l'entendre pendant la campagne, et qu'aujourd'hui, vous me dites vous me dites ça, ce que vous venez de me dire aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de bis repetita des gouvernements qui se sont enchaînés en France? Pas du tout, mais ce que j'ai dit, vous n'avez peut-être pas compris. Hein, c'est-à-dire que ce que j'ai dit est très clair. J'ai dit, et je répète encore une fois, les relations avec la France, en vérité, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, en fait, si vous voulez, techniquement, ne peuvent pas être dans la même lignée que Macky Sall, ça c'est clair. Parce que nous avons une autre dynamique. Aujourd'hui, nous voulons des relations. Vous savez, la diplomatie, c'est d'abord... Vous le dites, mais sauf que moi, j'observe quand même... Qu'est-ce que vous observez? Dites-le moi, je serais très heureux de l'apprendre. Le Sénégal, à la première occasion, le gouvernement étant au pouvoir, a fait son premier voyage officiel en France. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises qui font le Sénégal, sauf si je me trompe, qui portent l'économie sénégalaise sont des entreprises françaises. Je pense que vous vous êtes fait avoir. En réalité, le président Bassirou Diomaye Faye, effectivement, était venu à Paris juste après sa prestation de serment. Naturellement, ce n'était pas sur invitation. Comment voudriez-vous que les Sénégalais puissent l'interpréter ça, par exemple? Alors, les Sénégalais vont l'interpréter, si vous m'écoutez, vous allez voir. Le président Bassirou Diomaye Faye était venu non pas dans le cadre d'une visite. Vous savez, en matière diplomatique, vous avez ces formes de visite. Vous avez une visite d'État, c'est la plus haute des visites, où l'État A invite l'État B à venir visiter son pays et c'est tout simplement les frais sont à la charge de l'État. Ce n'était pas une visite d'État. La deuxième visite, c'est ce qu'on appelle une visite officielle.
C'est toujours l'État A qui invite l'État B. Ici, la France n'a pas invité le Sénégal. Et donc, ce n'est pas une visite officielle. Vous avez une visite, ce qu'on appelle une visite de travail. Et vous êtes venu. C'était une visite de travail. C'est-à-dire, c'est un organisme. Je pense que c'était un organisme sur le vaccin, si vous regardez bien, qui avait invité le président Bassirou Diomaye Faye. Et quelques mois plus tard, au mois de novembre-décembre, ils sont allés à Dakar pour inaugurer, je pense, un centre qui était qu'ils avaient construit au Sénégal. C'était dans ce cadre-là. Et maintenant, bon, évidemment, il y a eu la rencontre avec le président Macron, qui a bien voulu l'inviter au palais. Et puis, il a bien, tout simplement, il a bien répondu à l'invitation. Quelques mois plus tard, le président a été invité. Le président Bassirou Diomaye Faye a été invité par M. Macron pour la commémoration du tirailleur. Le président Diomaye Faye n'est pas parti. À son tour, il a invité le président Macron, qui a peut-être compris le message, il n'est pas venu. Mais il n'y a pas très longtemps également, le président Bassirou Diomaye Faye a été invité encore à Paris. Il n'a pas été là, c'est un ministre qui l'a représenté. Donc, si vous me donnez cet exemple-là, je peux également vous donner ces exemples. Donc, pour vous dire que clairement, ce n'est pas du tout peut-être la même chose que vous êtes en train de dire. Clairement, là, on est carrément dans un changement de paradigme total. Ah oui, non, mais c'est un changement de paradigme. Cela ne veut pas dire que nous allons rompre avec tout le monde. La chose que je dis, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ce qui se passait avant, où la France ou un autre pays pouvait se permettre d'un certain nombre de choses, où un ambassadeur d'un pays occidental comme la France peut, du jour au lendemain, décider de rencontrer le président comme si c'était son homologue, ça, c'est fini. Ça, c'est fini par contre. Et je pense que vous le savez très bien, puisque vous savez très bien la nouvelle doctrine des nouveaux dirigeants du Sénégal. D'accord, d'accord. Donc là, on arrive un peu au terme de cette émission. On va chuter sur la dernière question concernant l'environnement économique, mais surtout l'environnement global international entre l'Afrique et la France. Et le Sénégal joue un rôle très classique, hein, on connaît, hein, avec... quand on remonte un peu dans l'histoire de cette Afrique francophone, avec l'OIF et tout ce qui va avec, le Sénégal a toujours joué un rôle clé dans la gestion des conflits ou surtout même dans la relation entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, quand vous observez, vous, en tant qu'observateur de la situation, quelle est la description que vous faites aujourd'hui des nouvelles relations qu'il y a entre la France et l'Afrique francophone de manière globale, et quelle est la place du Sénégal aujourd'hui? Un de mes étudiants m'a dit en salle, vous savez monsieur, je souhaiterais que Macron ait un troisième mandat, même si c'est interdit en France. J'étais un peu choqué, je lui ai demandé le pourquoi. Il m'a dit en réalité, je souhaiterais qu'il ait un troisième mandat, parce qu'en réalité, je suis persuadé que s'il a un troisième mandat, et beaucoup de relations vont évoluer entre les deux, en tout cas entre la France et certains pays africains. Et c'est le cas. En réalité, je pense que le postulat de tous les chefs d'État français, en tout cas de ma génération, je trouve que le président Macron, c'est le président qui a le plus dégradé les relations entre la France et certains pays africains. Évidemment, c'était des relations amicales qui datent de très longtemps. Mais vous savez, quand on a tendance à gérer, à manager, la diplomatie, c'est pas de l'arrogance. La diplomatie, c'est de parler avec son semblable comme son véritable semblable. Mais c'est de ne pas lui parler avec un... Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe avec Donald Trump, qui est en train d'humilier l'Europe en réalité. Ça nous fait mal, mais en réalité, si vous voulez, les pays européens doivent également apprendre, mais en fait, de l'exemple que Donald Trump vient de leur donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de la même manière que Donald Trump fait aujourd'hui, c'est la même manière qu'eux, ils ont toujours fait pendant de très longues années à beaucoup de pays africains. C'est ça la réalité. Cependant, maintenant, avec la France, les pays africains, le Sénégal et autres, les relations se dégradent. Les pays de l'AES, c'est totalement à la rupture. Mais les relations se dégradent de plus en plus. On a évoqué tout à l'heure le Sénégal. On ne peut pas dire que les relations entre la France et le Sénégal, aujourd'hui, en 2025, sont les mêmes qu'il y a juste un an sous Macky Sall. Ce ne sont pas les mêmes. Il faut pas dire des contre-vérités. Oui, mais ça, on est d'accord. Ma question, c'était quel est le rôle du Sénégal aujourd'hui? Quelle est la place que devrait avoir le Sénégal pour l'harmonisation ou pour l'assainissement des relations entre la France et le Sénégal? Et surtout avec l'Afrique. Est-ce que le Sénégal a un rôle clé à jouer dans Le Sénégal n'a aucun rôle à jouer. Le Sénégal s'occupe de son pays. Le Sénégal s'occupe tout simplement de ses relations personnelles avec ses partenaires classiques, mais également ses partenaires nouveaux. Par exemple, la Russie, etc. Mais le Sénégal ne va jamais interférer sur quoi que ce soit. Effectivement, ce que vous me dites là, ça existait avant. Le Sénégal était une locomotive comme la Côte d'Ivoire et tout ça. Elle ne devrait pas l'être d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut quand même une locomotive régionale, non? Aujourd'hui, le Sénégal n'a aucun rôle à jouer sur le Sénégal, sur la France et les pays africains. En réalité, comme dit un proverbe ivoirien, nous, on se cherche.
On laisse les autres se chercher. On n'a aucun rôle à jouer sur les relations entre la France et... C'est dur de dire ça, non? Techniquement, pas du tout dur, dans la mesure où on parle de souveraineté. Quand on se réclame panafricain, oui. parce que aujourd'hui c'est un peu le slogan qui est chanté alors, justement, le respect du panafricain, le respect que nous portons à l'ensemble de nos frères, c'est de dire que vous aussi, vous avez la liberté d'en tenir vos relations. Nous avons pris nos positions par rapport à nos relations, que ce soit avec la France ou que ce soit avec d'autres pays. Maintenant, à vous également, chacun se cherche, chacun gère sa relation. Vous savez, si le Mali souhaite en tenir de belles relations avec la France, qui sommes-nous pour décider comment le Mali doit en tenir ses relations? Qui sommes-nous pour décider que la Côte d'Ivoire ne doit pas en tenir des relations avec la France? Cependant, nous, en ce qui nous concerne, nous avons pris nos décisions, nous avons pris des mesures et nous avons une nouvelle doctrine de gestion de nos relations internationales, de nos relations diplomatiques et consulaires avec l'ensemble des pays concernés. Que ce soit avec la France, il n'y a plus de relations privilégiées. Ouais, vous savez, la France était privilégiée quelquefois en Afrique, particulièrement au Sénégal. Aujourd'hui, dans le domaine des entreprises, des affaires, il n'y a plus de privilèges. C'est-à-dire que nous, on est là et on regarde le plus offrant. Et on regarde le pays qui respecte le mieux nos engagements, qui respecte le mieux nos projets. Tout simplement. Que ce pays s'appelle la France, que ce pays s'appelle la Russie, à partir du moment où on regarde et on retoque l'ensemble des contrats, on sait que ça nous arrange, on est content avec vous. Ça ne nous arrange pas, chacun va de son côté. C'est comme ça que ça marche maintenant au Sénégal. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, on ne se mêle de rien puisque nous-mêmes, nous sommes en train de reconstruire notre doctrine, notre démarche. Il n'y a plus ces relations où Foccart pouvait appeler Senghor, machin, Oufoué, machin. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Par contre, nous jouons un rôle dans le cadre de l'intégration africaine. Le président Diomaye Faye comme le premier ministre Sonko, ils sont en train de faire le tour des pays africains pour aller à leur rencontre, pour aller échanger avec eux. Mais de là à faire les médiations, oui, vous savez, les relations avec le Mali et la France ne sont pas bonnes, nous allons jouer un rôle. Non, 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 ce n'est pas notre rôle, nous. Nous ne sommes le ventriloque de personne. Nous sommes le Sénégal, un État sénégalais, et nous gérons nos propres affaires. Et le Mali gère ses affaires comme un État sérieux. Et le Mali est un État très sérieux. Je peux vous assurer de cela. D'accord. Merci, docteur Ousmane Sané. Est-ce que vous avez un mot de fin avant de quitter cette émission? Le mot de la fin, véritablement, c'est de dire, en tout cas, merci pour cette invitation. Merci pour ce bel accueil au sein de ce studio, magnifique studio. Chaleureuse félicitations également pour tout ce que vous faites. Et encore une fois, continuons pour une économie africaine souveraine, ce que le Sénégal fait aujourd'hui, et nous prions que tous les pays africains, du point de vue de leur souveraineté économique, soient sur la même lancée. Et en tout cas, vous en faites également un excellent travail. CFT fait un excellent travail sur l'économie, sur les relations internationales, mais également tout simplement sur la géopolitique de manière globale. Et j'en suis très heureux de venir ici échanger avec vous en tant qu'enseignant, en tant que géopolitologue, et je suis très heureux. Je vous remercie pour cette invitation. En tout cas, j'espère vous revoir très prochainement. Nous aussi. Merci, docteur. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.